Suite du débat, sénateur Dalphond. Colleagues, I rise today. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler en deuxième lecture du projet de loi C7. Une étape parlementaire telle que définie dans la procédure des usages de la Chambre des communes, deuxième édition 2009, dit « L'étape de la deuxième lecture se concentre sur un débat général sur le principe d'un projet de loi. Bien que le règlement ne fasse pas spécifiquement référence à cette pratique, elle est profondément ancrée dans la tradition procédurale de la Chambre. En conséquence, le débat doit porter sur le principe du projet de loi et non sur ses dispositions individuelles. » Fin de la citation. En conséquence, notre vote en deuxième lecture sera soit pour ou contre le principe de ce projet de loi, qui vise essentiellement à élargir l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes mourantes au Canada. Ce projet de loi découle d'un jugement de la Cour supérieure du Québec, rendu le 11 septembre 2019, qui a rejeté les arguments du procureur général du Canada et du procureur général du Québec concernant la validité de l'un des critères d'admissibilité à l'aide médicale à mourir, à savoir le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible du Code criminel et le critère de fin de vie de la Loi sur les soins de fin de vie du Québec. Ceux d'entre nous qui étaient ici en juin 2016 lors de l'adoption du projet de loi C-14 se souviendront qu'une majorité de sénateurs estimait que ce critère était contraire à la Charte des droits et libertés. Concernant l'article 7, la Cour suprême du Canada a dit, dans le cas de Carter contre le Canada, dans un jugement unanime, nous ne sommes pas d'accord que la formulation du droit à la vie demande une prohibition absolue de l'aide médicale à mourir ou que les personnes ne peuvent pas mettre de côté leur droit à la vie. On parle plutôt de droit à la vie plutôt que de droit à la mort. Donc, la sanctité de la vie est une de nos valeurs sociétales les plus importantes. Dans l'article 7, on respecte profondément la vie humaine, mais l'article 7 inclut aussi la vie, la liberté et la sécurité de la personne pendant la mort. Et c'est pour cette raison que la sanctité de la vie ne demande plus à ce que toutes les vies humaines soient préservées à tout coup. Et c'est pour cette raison que la loi a internalisé le fait que dans certaines circonstances, le choix d'une personne concernant la fin de sa vie est considéré comme le respect. Le gouvernement et la Chambre des communes ont décliné les amendements du Sénat. Et finalement, le Sénat a décidé de ne pas insister. Comme prévu, le test a été contesté devant les tribunaux. Seulement 10 jours après l'adoption du projet de loi C-14, Julia Liam, une femme d'une vingtaine d'années atteinte d'atrophie musculaire spinale, et l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique ont lancé un défi constitutionnel devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le 13 juin 2017, une autre contestation a été lancée, cette fois à la Cour supérieure du Québec, par M. Jean Truchon et Mme Nicole Gladu. Au moment 39 ans. Depuis sa naissance, il était atteint d'une paralysie cérébrale spastique avec triparasie. Cette condition l'a laissé complètement paralysé, à l'exception de son bras gauche qui était fonctionnel et qui lui a permis, jusqu'en 2012, d'effectuer certaines tâches quotidiennes et de se déplacer en fauteuil roulant. M. Truchon a finalement reçu l'aide médicale à mourir en avril dernier. Mme Gladu, aujourd'hui âgée de 74 ans, est née avant l'époque de l'inoculation généralisée du vaccin contre la poliomyélite. Elle en a contracté une forme paralysante aiguë à l'âge de 4 ans et y a survécu. Elle en est ressortie avec des séquelles importantes, notamment une paralysie résiduelle du côté gauche et une scoliose sévère
causée par la déformation progressive de sa colonne vertébrale. Leur dossier a été mis en état puis entendu au début de 2019. Le procès a duré 31 jours, étalé sur 2 mois. Au total, 25 témoins ont été entendus, dont 17 experts. La Cour a aussi entendu 8 intervenants, dont le Conseil des Canadiens avec déficience, l'Association canadienne pour l'intégration communautaire, l'Alliance des chrétiens en droit, le Collectif des médecins contre l'euthanasie et Dying with Dignity Canada. Plusieurs de ces groupes sont d'ailleurs témoignés à nouveau devant nous au Comité des affaires juridiques il y a 2 semaines. Le 11 septembre 2019, après 6 mois de réflexion et de rédaction, la juge Beaudoin a rendu sa décision, soit un peu plus de 2 ans après le début des procédures judiciaires, ce qui est le pas normal d'un dossier de cette nature. Parlant de l'exigence de la mort imminente, la juge Beaudoin a écrit, et je cite, « La restriction imposée par l'État, que la mort soit raisonnablement prévisible avant de pouvoir demander l'aide médicale à mourir, a une portée excessive, puisqu'elle empêche certaines personnes, comme M. Truchon et Mme Gladu, capables et bien renseignées, qui satisfont à toutes les autres conditions protectrices de la loi et qui expriment un désir rationnel de mettre fin à leur souffrance à cause de leurs conditions graves et irréversibles, de demander cette aide. En ce sens, la restriction excède largement l'objectif visé, à un point tel qu'elle ne possède aucun lien véritable avec l'objectif de protéger des personnes vulnérables qui pourraient être incitées à mettre fin à leur vie dans un moment de détresse. Elle leur impose plutôt de devoir faire le choix cruel dont parle la Cour suprême dans l'arrêt Carter, en ce qu'elle les force soit à souffrir de manière intolérable pour un temps indéfini qui peut durer des mois, voire des années, ou à mettre fin à leur vie par leurs propres moyens, tout cela pour satisfaire un principe général de précaution. » Fin de la citation. Il est intéressant de noter que le principe de précaution générale a aussi été récemment rejeté par la Cour suprême du Canada dans le jugement Ontario contre procureur général, Ontario procureur général contre G, auquel les sénateurs Gould et Carignan ont fait référence dans leur excellent discours. Je reviendrai sur cet arrêt en comité et en troisième lecture, mais pour l'instant, je m'en tiendrai au principe du projet de loi C7, soit l'élargissement de l'accès à l'aide médicale à mourir. All of us will remember that... Nous nous souvenons tous qu'à l'époque de l'arrêt Truchon, nous étions en période d'élection générale. D'ailleurs, le Parlement a été dissous le jour même où l'arrêt a été rendu, le 11 septembre 2019. Le 3 octobre, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il n'interjeterait pas appel. Une semaine plus tard, le 10 octobre, lors des débats électoraux en français, le premier ministre Trudeau a fait une annonce similaire. En d'autres mots, les deux gouvernements ont décidé de ne pas se prévaloir du droit d'appel du jugement devant la Cour d'appel du Québec. Très probablement, un jugement de la Cour d'appel du Québec sur cette question aurait pu se retrouver devant la Cour suprême du Canada, car la permission d'interjeter appel aurait sûrement été accordée. Certains témoins et certains membres de cette Chambre estiment que cette décision n'était pas sage. Je respecte cette opinion, mais je ne la partage pas. Bien entendu, le fait de porter la décision en appel aurait donné un peu plus de temps au gouvernement, c'est-à-dire quelques années de plus pour éviter de prendre une décision en attendant que la Cour du Canada se prononce. Et donc, les deux gouvernements ont plutôt choisi de faire face à la musique, bien conscients du fait qu'ultimement, c'est aux législateurs et non aux tribunaux qu'il appartient de définir dans quelle mesure l'aide médicale à mourir doit être rendue disponible et quelles garanties doivent être adoptées. Bien sûr, ces critères d'admissibilité, ces garanties adoptées par le Parlement ou par une province doivent être conformes à la Charte des droits et libertés.
À ce chapitre, le rôle institutionnel des tribunaux et des assemblées législatives sont différents. Il y a l'arrêt Ontario contre G qui dit que l'Assemblée législative est souveraine, c'est-à-dire qu'elle a l'autorité exclusive d'adopter et d'abroger des lois, comme bon lui semble, alors que les tribunaux sont les gardiens de la Constitution et des droits qui y sont garantis. On entend souvent dire que les politiciens se cachent derrière le rôle des juges pour éviter de prendre des décisions difficiles, mais cette fois-ci, les deux paliers de gouvernement ont décidé d'agir et l'ont fait en fonction des enseignements de la décision Truchon et de la décision Carter de la Cour suprême du Canada, mais aussi en fonction de ce qu'a dit le Sénat en 2016. Pourquoi? Eh bien, on l'a dit, c'est parce que les deux paliers de gouvernement croient au principe d'autonomie des personnes, y compris le droit de ne pas avoir à recourir à des moyens inhumains, comme par exemple le fait d'arrêter de manger pour mettre fin à leur souffrance intolérable. Tous les Canadiens connaissent la décision du gouvernement Trudeau et les Canadiens ont eu l'occasion de poser des questions à leurs représentants sur la question de ne pas porter en appel le jugement Truchon. La semaine dernière, ceux qui ont été élus se sont prononcés de façon très claire parce que le projet de loi a été adopté par 213 députés et 106 s'y sont opposés. Donc, cette majorité comprend des membres de tous les partis de la Chambre des communes, y compris 13 députés conservateurs, tous les députés du Bloc, tous les députés du NPD qui étaient présents, tous les députés du Parti vert et presque tous les députés libéraux. Donc, c'est tout de même plutôt significatif compte tenu de la nature du projet de loi, de sa complexité et de l'ensemble des questions difficiles de nature juridique, personnelle, sociale et éthique qui se posent. Chers collègues, c'est dans ce contexte que nous sommes aujourd'hui appelés à voter en deuxième lecture au sujet du projet de loi C7. Je sais que certains d'entre vous, comme de nombreux témoins que nous avons entendus au Comité des affaires juridiques et constitutionnelles, sont opposés à l'aide médicale à mourir, sous quelque forme que ce soit. Je respecte votre opinion, mais je crois que ce projet de loi ne doit pas être l'occasion de s'opposer à nouveau à l'aide médicale à mourir. On l'a dit, l'aide médicale à mourir permet aux gens de mettre fin aux souffrances intolérables découlant d'une condition irrémédiable et on veut le faire de façon sécuritaire. On veut que les gens soient entourés de leurs êtres chers. Il s'agit du respect de la dignité et de l'autonomie des personnes. Et donc, je vais voter pour le projet de loi qui met en œuvre un droit protégé par la Constitution, plus précisément par l'article 7 de la Charte. Cela ne veut pas dire que j'appuie toutes les parties du projet de loi. Comme vous le savez, j'ai exprimé certaines préoccupations au sujet de l'exclusion de certaines personnes, comme par exemple lorsqu'il s'agit de troubles mentaux. Ensuite, il y a peut-être des garanties qui s'appliquent à des situations spécifiques. Donc, j'ai l'intention de débattre des différentes mesures proposées par le projet de loi C7 en comité et lors de la troisième lecture. Merci.